Dans l'Europe médiévale, entre les hautes murailles de pierre d'immenses forteresses, des centaines de personnes vivaient, travaillaient et festoyaient ensemble sous un même toit. Les rois tenèrent leur cour, entourés de nobles vêtus de velours et de fourrure. Des chevaliers en armure faisaient résonner leurs pas dans les couloirs. Des serviteurs se précipitèrent des cuisines aux grandes salles, portant des plateaux de viande rôtie. Des soldats montaient la garde sur les remparts. Des prêtres psalmodiaient des prières dans les chapelles. Derrière la splendeur des murs tendus de tapisseries et des banquets éclairés à la bougie, derrière le romantisme de la chevalerie et de l'apparat, un problème éminemment pratique pesait sur tous ceux qui considéraient un château comme leur foyer. Où allaient tous les déchets? Quand des centaines de corps humains devaient se soulager quotidiennement, quand des montagnes de restes de cuisine s'entassaient, quand il n'y avait pas de plomberie moderne, pas de traitement des eaux usées, pas d'eau courante au robinet, comment les gens du Moyen Âge géraient-ils la production incessante de déchets sans se noyer dans la crasse ou succomber aux maladies? Dans cette exploration, vous découvrirez les solutions d'ingénierie étonnamment sophistiquées que les architectes médiévaux ont conçues pour gérer les déjections humaines. Nous examinerons le système de garde-robe, une technologie de toilette, plus ingénieuse que vous ne l'imaginez, et révélerons comment différents châteaux évacuaient les déchets par les douves, les fosses d'aisance et les rivières. Vous découvrirez la hiérarchie sociale de la gestion des déchets, des rois utilisant des pots de chambre, recouverts de velours aux vidangeurs descendant dans des caveaux souterrains pour pelleter les excréments à la lueur des torches. Nous lèverons le voile sur les théories médicales qui ont façonné les pratiques sanitaires médiévales, explorerons les habitudes d'hygiène quotidienne qui remettent en question nos idées reçues sur un Moyen-Âge prétendument crasseux, et nous pencherons sur les réglementations de santé publique que les autorités médiévales appliquaient pour protéger leurs citoyens. En chemin, nous rencontrerons des moments dramatiques où les toilettes sont devenues des armes de guerre et des récits tragiques de ceux qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions sanitaires. En regardant en arrière à travers le prisme de l'histoire, nous relirons les leçons médiévales à notre compréhension moderne de la santé publique et apprécierons l'ingéniosité des gens qui travaillaient avec les contraintes de leur époque. La question centrale qui se pose à nous est la suivante. La gestion des déchets au Moyen Âge a-t-elle réellement empêché les gens de tomber malades? Ou était-ce une tentative élaborée mais finalement insuffisante pour endiguer le flot des maladies? À première vue, l'idée que les châteaux médiévaux possédaient un système sanitaire organisé semble peu probable. L'imaginaire populaire dépeint le Moyen Âge comme une ère de saleté implacable, où les gens jetaient simplement leurs déchets par les fenêtres et vivaient dans la crasse. La vérité, cependant, se révèle considérablement plus nuancée. Les gens du Moyen Âge étaient loin d'être indifférents à la propreté, et leurs innovations architecturales démontrent une conscience aiguë des problèmes posés par l'habitat humain concentré. Ce qui leur manquait, ce n'était pas le souci ou l'ingéniosité, mais plutôt la compréhension scientifique de la théorie des germes qui n'émergerait que des siècles plus tard. Travaillant dans le cadre de leurs connaissances médicales, et contraintes par la technologie à leur disposition, les communautés médiévales ont développé des systèmes qui étaient à la fois remarquablement sophistiqués et tragiquement limités. Pour comprendre comment ces systèmes fonctionnaient et pourquoi ils échouaient parfois, nous devons commencer par la question la plus fondamentale. Que se passait-il quand la nature appelait dans un château médiéval? Imaginez une petite chambre en pierre faisant saillie sur le mur extérieur d'un château, perchée en hauteur sur des corbeaux de soutien. Entrez. Et vous vous trouvez dans une pièce étroite, à peine assez grande pour vous retourner, avec un siège en bois ou en pierre intégré au mur. Sous le siège, une ouverture rectangulaire donne sur l'obscurité. C'était la garde-robe, les toilettes médiévales, et son nom recèle un indice sur l'une de ses fonctions les plus singulières. Le mot dérive du français garde-robe, qui signifie garder la robe. Pourquoi des toilettes porterait-elle un nom lié à la protection des vêtements? La réponse réside dans l'atmosphère âcre et riche en ammoniac qui s'accumulait dans ces espaces. Les gens du Moyen Âge ont découvert que les mythes et autres parasites mangeurs de tissus évitaient ces chambres, ce qui les rendait, de manière inattendue,
idéal pour entreposer des vêtements et des tapisseries de valeur, en plus de leur fonction première. Cette double fonction a valu à la garde-robe son nom distinctif, bien qu'elle ait également été connue sous d'autres euphémismes selon les régions et les époques. La chambre d'aisance, le retrait, le gong, la maison de siège, et dans un cas particulièrement optimiste, la tour dorée. La sophistication architecturale de la construction des garde-robes devient évidente lorsque nous examinons le système de conduit vertical. Depuis l'ouverture du siège, un conduit descendait à travers l'épaisseur du mur du château, délibérément conçu pour être étroit pour deux raisons essentielles. Premièrement, un conduit étroit rendait considérablement plus difficile pour les assaillants, lors d'un siège, de grimper pour franchir les défenses du château, ce qui, comme nous le découvrirons plus tard, s'est avéré être une préoccupation réelle et non purement théorique. Deuxièmement, le diamètre restreint limitait la remontée des odeurs dans les espaces de vie situés au-dessus, bien que cet avantage fût au mieux partiel. Ces conduits descendaient généralement sur toute la hauteur du mur, dirigeant les déchets vers divers points de collecte ou zones d'évacuation en contrebas. Le siège lui-même, qu'il soit façonné en bois ou taillé directement dans la pierre, présentait des ouvertures soigneusement formées, parfois rectangulaires, d'autres fois découpées en forme de trous de serrure, positionnés pour permettre aux utilisateurs de se soulager en position assise. Où finissaient tous ces déchets ? La réponse variait d'un château à l'autre, en fonction de la géographie, des sources d'eau disponibles et de la conception architecturale. Au château de Bodiam en Angleterre, un nombre impressionnant de 28 garde-robes distinctes vidèrent leur contenu directement dans les douves environnantes, un plan d'eau qui servait à la fois à des fins défensives et sanitaires, bien que l'on puisse s'interroger sur la sagesse de combiner ces fonctions. Le château de Douvres employait une approche différente, avec des fosses d'aisance construites à la base des murs du donjon pour recueillir les déchets des toilettes, situées aux étages supérieurs. Les matières collectées y restaient, jusqu'à ce que les vidangeurs arrivent pour vider les fosses, un processus que nous explorerons sous peu. Au château de Chepstow, au pays de Galles, les bâtisseurs ont adopté l'approche peut-être la plus simple. Les garde-robes évacuaient les déchets directement dans la rivière qui coulait à côté de la forteresse, laissant le courant emporter le problème pour qu'il devienne celui de quelqu'un d'autre en aval. Le château de Coity, également au pays de Galles, présentait un système plus complexe à 3 niveaux où les toilettes des différents étages acheminaient tous leurs déchets par des conduits séparés qui convergeaient vers un point de collecte unique dans le sous-sol de la cour. Le château de Langley a fait preuve d'une autre innovation, avec sa fosse de collecte positionnée là où un cours d'eau naturel pouvait la nettoyer périodiquement, exploitant la puissance de l'eau courante pour entretenir le système. Les architectes médiévaux ont incorporé de nombreuses caractéristiques de conception ingénieuse dans la construction de leur garde-robe, au-delà de la simple fonction d'évacuation des déchets. L'intimité, appréciée à l'époque comme aujourd'hui, était assurée par des passages courts et étroits menant au cabinet de toilette, souvent avec des virages à angle droit qui empêchèrent quiconque dans le couloir de voir à l'intérieur. Certains châteaux présentèrent des paires de toilettes séparées par des murs de pierre mais partageant la même goulotte d'évacuation, une économie de construction qui s'est avérée efficace, sinon tout à fait propice à la contemplation solitaire. La ventilation posait un défi perpétuel dans ces espaces clos en pierre. Au château de Caernarfon, au pays de Galles, les ingénieurs ont construit un système de ventilation sophistiqué, intégrant un agencement de cheminées et de conduits qui aspirait l'air à travers la chambre de la garde-robe, créant un courant d'air qui aidait à dissiper les mauvaises odeurs. De petites fentes découpées dans les murs extérieurs des saillies des garde-robes permettaient une circulation d'air naturel, bien que les jours sans vent, le bénéfice devait être négligeable. Des couvercles en bois recouvraient les trous lorsqu'ils n'étaient pas utilisés, réduisant sans jamais l'éliminer la puanteur persistante qui caractérisait ces installations. Les fouilles archéologiques ont fourni des preuves tangibles de la construction et de l'utilisation des garde-robes, révélant des détails que les archives écrites ont rarement conservés. Au château de Windsor, les chercheurs ont découvert une garde-robe dotée d'une goulotte qui descendait en pente vers une fosse d'aisance, avec un angle soigneusement calculé pour permettre aux déchets de glisser tout en minimisant l'accumulation de matière sur les parois du conduit. Les fouilles du château de Bodiam se sont avérées particulièrement éclairantes.
Sur une petite île dans les Douves appelée l'Octogone, les archéologues ont découvert les restes d'une garde-robe, suggérant qu'un garde permanent était stationné à ce poste isolé, pourvu d'installations sanitaires de base pour ce qui devait être une garde solitaire. Au château de Büresheim en Allemagne, 3 garde-robes médiévales sont encore visibles aujourd'hui, leurs sièges en pierre en saillie toujours intacts, offrant aux visiteurs modernes un lien tangible avec les réalités quotidiennes de la vie de château. Ces découvertes archéologiques transforment les garde-robes de concepts historiques abstraits en espaces physiques où de vraies personnes s'asseyaient, contemplaient et accomplissaient l'une des nécessités les plus universelles de la vie. Même le système d'évacuation des déchets le plus ingénieusement conçu nécessite un entretien régulier pour fonctionner correctement, et les garde-robes des châteaux médiévaux ne faisaient pas exception. La question de savoir comment ces toilettes étaient nettoyées révèle à la fois l'innovation pratique et les dures réalités de la vie avant la plomberie moderne. La méthode de nettoyage la plus simple consistait exactement en ce que vous pourriez imaginer. Un seau d'eau jeté dans le conduit avec une force suffisante pour laver les déchets des parois et les chasser vers le point de collecte en contrebas. Cette tâche incombait aux serviteurs, généralement des membres du personnel subalterne de la maisonnée, dont les tâches quotidiennes comprenaient de nombreux travaux désagréables qui assuraient le fonctionnement du château. Des systèmes de nettoyage plus sophistiqués détournaient l'eau d'autres sources pour un double usage. Les eaux usées de la cuisine, déjà souillées par le lavage des marmites et la préparation des aliments, pouvaient être acheminées par des tuyaux ou des canaux spécialement construits qui les dirigeaient vers les conduits des garde-robes. Cette pratique avait l'avantage d'utiliser de l'eau qui devait de toute façon être évacuée, tout en fournissant un flux régulier qui aidait à prévenir l'accumulation de déchets solides sur les parois des conduits. L'eau de pluie offrait une autre ressource de nettoyage dans les régions où les précipitations étaient fiables. Des systèmes de drainage des toits recueillaient l'eau dans des citernes ou des barils positionnés à des endroits stratégiques dans tout le château. En ouvrant des vannes ou des bouchons sur ces conteneurs, les serviteurs pouvaient libérer des flots d'eau contrôlés à travers les conduits des garde-robes, créant un effet de chasse d'eau périodique qui récurait les passages. Le château de Chester en Angleterre illustrait cette approche, avec un système de tuyauterie élaboré qui distribuait l'eau des citernes de toit à divers points du donjon et des cuisines, y compris les installations sanitaires. Malgré ces efforts de nettoyage, la gestion des odeurs restait une bataille permanente que la technologie médiévale ne pouvait jamais entièrement gagner. Des couvercles en bois placés sur les ouvertures des sièges lorsque les garde-robes n'étaient pas utilisés constituaient une certaine barrière contre les vapeurs montantes, bien que leur efficacité dépendît de l'étanchéité des couvercles et de la conscience avec laquelle les gens se souvenèrent de les fermer. Les petites fentes de ventilation découpées dans les murs des chambres des garde-robes créaient un flux d'air naturel lorsque les vents extérieurs coopéraient, aspirant l'air vicié et attirant de l'air plus frais. Bien que par temps calme, ce système n'offrit que peu d'avantages. Les habitants du Moyen Âge employaient une pratique qui semble pittoresque à nos sensibilités modernes. Parfumer les garde-robes avec des herbes sèches éparpillées sur le sol ou suspendues en bouquets au mur. Ces herbes avaient une double fonction, masquant les odeurs désagréables tout en dissuadant les mouches et autres insectes attirés par les déchets. Les sources contemporaines reconnaissent ce qui devait être évident pour quiconque utilisait ces installations. Il n'y avait presque aucun moyen pratique d'éviter complètement la puanteur. L'atmosphère riche en ammoniac qui rendait les garde-robes utiles pour protéger les vêtements des mythes était le même environnement qui agressait les narines de quiconque y entrait. L'entretien quotidien variait considérablement selon que l'on parle des installations réservées à la royauté ou de celles utilisées par les simples soldats et serviteurs. Les garde-robes royales, généralement situées à proximité des chambres à coucher principales et utilisées par une poignée d'individus de haut rang, recevaient une attention régulière de la part de serviteurs dont la tâche spécifique était d'entretenir les appartements privés. Ces chambres pouvaient être nettoyées quotidiennement, avec des herbes fraîches remplacées fréquemment, et toute souillure visible des sièges ou des sols immédiatement traités. Les installations communes, desservant la population générale du château,
voyaient un entretien beaucoup moins fréquent. L'utilisation par des dizaines, voire des centaines de personnes, signifiait que l'accumulation se produisait rapidement, tandis que le statut inférieur des utilisateurs signifiait que moins de serviteurs étaient affectés à leur entretien. Le résultat pratique était que les garde-robes communes devenaient beaucoup plus désagréables que leurs homologues royales, ajoutant une autre dimension aux hiérarchies qui structuraient la vie médiévale. Sous de nombreuses garde-robes, cachées sous terre ou positionnées à la base des murs du château, se trouvaient les fosses d'aisance, des chambres voûtées qui recueillaient ce qui descendait d'en haut. Ce n'étaient pas de simples trous dans le sol, mais plutôt des fosses soigneusement construites, revêtues de pierres ou de briques, conçues pour contenir les déchets jusqu'à ce qu'ils puissent être enlevés. L'ampleur de ces installations pourrait surprendre les lecteurs modernes, habitués à considérer les infrastructures médiévales comme primitives. Après seulement 4 semaines d'occupation par une grande cour au palais de Hampton Court, les chambres souterraines revêtues de briques se remplissaient de déchets accumulés presque jusqu'à hauteur d'homme, un témoignage à la fois du volume produit par des centaines de personnes et de la capacité limitée même des fosses de stockage substantielles. Les fosses d'aisance nécessitaient une vidange périodique, généralement une fois par an, bien que la fréquence variait en fonction de la taille de la fosse, du nombre de personnes utilisant les installations au-dessus et de la disponibilité des travailleurs pour effectuer la tâche. Que faisait-on de ces déchets une fois enlevés ? Loin d'être simplement jetés, les excréments humains étaient reconnus comme une ressource agricole précieuse. Connue sous le nom de matière de vidange, cette substance était riche en azote et autres nutriments dont les agriculteurs médiévaux avaient désespérément besoin pour maintenir la fertilité des sols à une époque antérieure aux engrais chimiques. Les déchets collectés dans les fosses d'aisance des châteaux étaient transportés par charrettes jusqu'aux champs, où ils étaient épandus comme fumier, créant un cycle où les produits de la consommation humaine retournaient à la terre pour nourrir les cultures qui alimenteraient les générations futures. Ce système de recyclage ne procédait pas d'une conscience environnementale, mais d'une nécessité économique. Tout ce qui pouvait être réutilisé l'était, car les déchets représentaient des ressources perdues dans une économie de subsistance. Les hommes qui effectuaient le travail dangereux et dégoûtant de vider les fosses d'aisance étaient connus sous le nom de gang farmers, un nom dérivé du mot vieil anglais gan, signifiant aller, qui était devenu de l'argot pour désigner l'acte d'aller aux toilettes. On les appelait aussi les hommes de la nuit, car la loi les obligeait à ne travailler que pendant les heures nocturnes, plus précisément entre 9 heures du soir et 5 heures du matin. Cette réglementation n'existait pas pour protéger les travailleurs, mais pour préserver la sensibilité et l'odorat des citoyens respectables, qui préféraient ne pas assister au processus d'enlèvement des déchets, ni le sentir pendant la journée. Le travail était organisé en équipes de 3 à 4 hommes, chacun ayant un rôle spécifique dans l'opération. Un malheureux individu descendait dans la fosse d'aisance elle-même, se tenant dans la saleté accumulée tout en la pelletant dans des seaux. Un autre membre de l'équipe restait au niveau du sol, hissant les seaux remplis à l'aide d'une corde au fur et à mesure qu'ils étaient envoyés d'en bas. D'autres travailleurs transportaient les seaux jusqu'aux charrettes pour le transport. Au-delà de ces tâches de base, les vidangeurs dégageaient également les conduits de garde-robe bouchés en battant des tambours pour déloger les matières coincées, enlevant les débris et parfois les cadavres de petits animaux, ou même d'humains malchanceux qui étaient tombés dedans. Le statut social et économique des vidangeurs présente un paradoxe fascinant. Leur rémunération était substantielle pour l'époque. À la fin du XVe siècle, les vidangeurs gagnaient 2 shillings par tonne de déchets enlevés, une somme équivalente à environ 66 livres en monnaie moderne. Certains travailleurs recevaient des paiements alternatifs sous forme de bougies ou d'eau de vie. Les registres de l'église de 1577 notent que ceux qui servaient à la reine Élisabeth Ier étaient rémunérés à la fois en argent et en spiritueux, peut-être une reconnaissance du fait qu'une boisson forte pouvait rendre le travail plus supportable. Malgré ce salaire décent, les vidangeurs occupaient le plus bas échelon du statut social. La loi les obligeait à vivre dans des zones spécifiques, à l'écart de la population générale, marquées comme impures par leur profession. Pourtant, paradoxalement, le poste était souvent attribué aux fils de nobles ou de la petite noblesse, ce qui suggère que malgré la stigmatisation, le revenu stable et la sécurité relative en faisaient une profession recherchée pour les fils cadets qui n'hériteraient pas des domaines familiaux.
La profession comportait des risques importants, au-delà du désagrément évident. La mauvaise ventilation des fosses d'aisance souterraines créait un risque sérieux d'asphyxie par les gaz toxiques, qui s'accumulaient dans les espaces confinés. Le sulfure d'hydrogène et le méthane, tous deux potentiellement mortels, s'accumulaient à des concentrations qui pouvaient rendre un homme inconscient en quelques instants. Les planchers en bois, souvent construits au-dessus des fosses d'aisance pour permettre l'accès au nettoyage, étaient assujettis à la pourriture en raison de l'exposition constante à l'humidité et aux déchets corrosifs, créant des risques d'effondrement qui pouvaient s'avérer mortels. L'anecdote la plus célèbre sur les dangers du métier de vidangeur concerne Richard the Raker, un londonien qui connut une fin ignominieuse en 1326. Un jour qui aurait dû être un jour de repos, Richard utilisa ses propres latrines, une structure en bois positionnée au-dessus d'une fosse d'aisance derrière sa maison. Le plancher, affaibli par des années de pourriture, céda sous son poids. Il plongea dans la fosse en contrebas et se noya dans ses propres excréments avant que quiconque puisse le secourir. L'incident fut consigné dans les registres officiels, peut-être en raison de sa nature sombrement ironique. Un homme qui gagnait sa vie en nettoyant des fosses d'aisance mourut dans l'une d'elles, victime de l'infrastructure même qu'il entretenait. La mort de Richard devint un conte moral médiéval sur les dangers inhérents au système sanitaire mal entretenu, un rappel que la gestion des déchets, aussi peu glamour soit-elle, exigeait une attention et des ressources constantes pour prévenir les tragédies. Alors que les simples soldats pouvaient partager une garde-robe commune et que les serviteurs pouvaient se soulager dans des installations rudimentaires, la royauté jouissait de privilèges qui s'étendèrent même à ses moments les plus intimes. Les rois et les reines possédèrent des toilettes attenantes, accessibles directement depuis leurs chambres à coucher principales, leur épargnant l'indignité de traverser des couloirs pour atteindre des espaces communs. Au château de Douvres, le roi Henri II veilla à ce que ses appartements royaux soient bien pourvus en garde-robe, démontrant que même au XIIe siècle, l'intimité et la commodité en matière de sanitaire étaient des marqueurs de statut. Édouard III alla plus loin, installant une salle de bain au palais de Westminster, équipée de 2 grands robinets en bronze qui amenaient l'eau chaude et froide au bain du roi, un luxe qui préfigurait la plomberie moderne de plusieurs siècles. En 1529, Henri VIII ordonna la construction d'une nouvelle salle de bain au premier étage de la tour Bain à Hampton Court, une installation qui répondrait à ses besoins personnels avec une magnificence appropriée. Pourtant, même les rois ne se rendaient pas toujours à une garde-robe lorsque la nature se faisait sentir, en particulier la nuit ou par temps froid, lorsque quitter un lit chaud pour traverser des couloirs de pierre n'avait que peu d'attrait. Ce besoin a donné naissance au pot de chambre, un récipient portable qui pouvait être gardé à portée de main. Pour les pauvres, un pot de chambre était simplement n'importe quel récipient approprié, peut-être un simple seau en bois qui se trouvait sous le lit, et était appelé un Gosunder dans le langage courant. Les riches, cependant, ont transformé cette nécessité de base en un article de luxe. La chaise percée est apparue comme un meuble conçu pour allier dignité et fonction. Mentionné pour la première fois dans des textes anglais entre 1375 et 1425, la chaise percée était essentiellement une commode portable, une sorte de fauteuil qui dissimulait un pot de chambre amovible. Celle-ci pouvait être déguisée pour ressembler à des meubles ordinaires, leur permettant de se trouver dans les chambres à coucher sans annoncer leur véritable fonction aux visiteurs. Les versions royales atteignirent des niveaux de luxe extraordinaires. La chaise percée d'Henri VIII avait un siège recouvert de peau de mouton et de velours noir, décoré de rubans, positionné au-dessus d'un pot de chambre en étain. Ces commodes élaborées devinrent des symboles du privilège royal au sein de la chambre privée, l'espace le plus exclusif du palais, où seuls les serviteurs les plus fiables du roi étaient autorisés. Cela nous amène à l'un des postes les plus singuliers et révélateurs de la maison royale, le groom of the stool, le valet de la selle. Ce serviteur masculin assistait le monarque anglais dans tous les aspects de sa toilette intime, fournissant la cuvette, l'eau et les serviettes nécessaires au processus. Il surveillait le régime alimentaire du roi et observait attentivement ses selles, signalant toute irrégularité au médecin royal,
car la théorie médicale de l'époque soutenait que l'équilibre des humeurs pouvait être diagnostiqué par un examen attentif des produits de l'excrétion. Sous Henri VIII, le rôle s'est étendu bien au-delà de ses origines scatologiques, pour englober la direction des hommes qui servaient dans les chambres privées, l'aide au roi pour s'habiller et se déshabiller, le suivi des dépenses de la cassette privée, la garantie de la sécurité des bijoux et de l'argenterie, le contrôle de l'accès à la présence du roi et le rôle de secrétaire particulier du monarque pour les affaires sensibles. Pourquoi quelqu'un chercherait-il un tel poste ? La réponse réside dans la nature du pouvoir dans un système monarchique. Le valet de la selle jouissait d'un accès sans entrave au roi dans ses moments les plus vulnérables et privés. Cette intimité physique engendrait la confiance. Le roi partageait avec l'homme qui s'occupait de lui dans ses appartements privés des secrets qu'il ne partagerait peut-être pas avec son chancelier ou ses généraux. Par conséquent, le valet de la selle devint l'une des figures les plus craintes et respectées de la cour, exerçant une influence bien au-delà de ce que son titre pourrait suggérer. Sous Henri VII, le poste évolua pour devenir un rôle puissant dans la politique budgétaire nationale à travers le système de chambres de l'administration financière. Les avantages étaient en substantiels. Le valet recevait tous les vieux vêtements et meubles du roi, des articles fabriqués à partir des matériaux les plus fins, y compris des soies et des fourrures, qui pouvaient être portés, vendus ou réutilisés. Il se voyait accorder un logement partout où le roi résidait, assurant un hébergement confortable et la proximité du pouvoir. Les fils de nobles et de la petite noblesse se disputaient à ce poste, considérant l'accès intime au monarque comme valant n'importe quelle quantité de travail indigne. Le rôle a persisté dans les cours anglaises, jusqu'en 1901, date à laquelle Édouard VII a finalement aboli la fonction, reconnaissant peut-être que les sensibilités modernes rendaient le titre et les origines du poste trop absurdes pour être maintenus. Le contraste entre les installations royales et les réalités de la vie de cour révèle les limites auxquelles même la richesse et le pouvoir étaient confrontés dans la gestion des déchets. Bien qu'il possède les plus belles garde-robes, les meilleurs serviteurs et les infrastructures sanitaires les plus coûteuses, même les palais royaux étaient submergés par les déchets produits par les grandes cours. La puanteur dans les palais occupés devenait insupportable en quelques jours, émanant de multiples sources, restes de nourriture jetée, déjections animales, mauvaise hygiène personnelle et déchets humains accumulés. Même avec des serviteurs, des vidangeurs et une infrastructure élaborée, le volume même des déchets produits par des centaines de courtisans dépassait la capacité de n'importe quel palais à gérer de manière hygiénique pendant des périodes prolongées. La royauté pouvait s'offrir de meilleures installations, un nettoyage plus fréquent et des serviteurs pour la protéger du contact direct avec les déchets. Mais elle ne pouvait pas échapper entièrement au problème fondamental de l'habitat humain, concentré à une époque sans système d'égout moderne. Pour vraiment comprendre l'ampleur du défi de la gestion des déchets dans les maisonnées royales médiévales et Tudor, nous devons examiner en détail la mécanique de l'assainissement des palais. Hampton Court fournit une étude de cas instructive. Après 4 semaines d'occupation continue par la cour, les chambres revêtues de briques sous le palais étaient remplies d'excréments et d'urine jusqu'à hauteur d'homme. Il ne s'agissait pas de petits espaces, mais de salles voûtées substantielles, conçues pour recueillir les déchets de nombreuses installations situées au-dessous. Le volume même témoigne de la réalité biologique de centaines de corps humains. Chaque personne produit à peu près la même quantité de déchets, quel que soit son statut social. Et lorsque 1000 personnes se rassemblent en un seul lieu, l'arithmétique devient inexorable. Sans eau courante ni toilettes à chasse d'eau, le palais reposait sur un système de collecte et d'enlèvement périodique. Des pots de chambre étaient disséminés dans les différentes pièces et appartements, utilisés par les courtisans puis vidés par les serviteurs dans de plus grands récipients, ou directement dans les chambres à déchets souterraines, via des goulottes et des ouvertures. Les latrines communes, des installations plus grandes de type garde-robe accessibles à plusieurs utilisateurs, menaient à des réservoirs de collecte qui nécessitaient un entretien régulier. Cette tâche incombait à de jeunes garçons, nommés par le roi, qui recevaient le titre de gang scorers.
nettoyeurs de latrines, et se voyaient confier la tâche peu enviable de descendre dans les chambres de briques pour les récurer pendant les opérations de nettoyage. Les nettoyeurs de latrines du roi servaient les palais de la région de Londres, travaillant dans des conditions que nous pouvons à peine imaginer avec des outils qui sembleraient primitifs selon les normes modernes. Pourquoi la cour se déplaçait-elle si fréquemment ? L'explication réside dans l'intersection de la production de déchets, de la capacité de stockage limitée et de la difficulté de nettoyer pendant l'occupation. Une cour de plus de 1000 personnes générait des déchets bien plus rapidement qu'ils ne pouvaient être efficacement enlevés. Les fosses d'aisance et les chambres de collecte, aussi grandes soient-elles, avaient une capacité finie. Une fois remplies, elles ne pouvaient pas simplement être ignorées. Les vider nécessitait l'évacuation du palais, car le processus impliquait d'ouvrir des chambres scellées, de libérer des gaz nocifs, de transporter d'innombrables seaux de déchets à travers les couloirs et les cours, et de récurer les espaces vidés. Ce travail pouvait prendre des jours, voire des semaines, pour une installation aussi grande que Hampton Court. Pendant ce temps, le palais était inhabitable. La rotation d'Henri VIII entre 60 résidences n'était pas une simple envie de voyager, mais une stratégie calculée pour maintenir un environnement hygiénique. Pendant que la cour occupait une résidence, les vidangeurs pouvaient en nettoyer une autre. Au moment où la cour avait épuisé la capacité sanitaire de son emplacement actuel, un palais précédemment nettoyé était prêt à recevoir la maison royale. Cette rotation perpétuelle se poursuivait tout au long de l'année. Une cour mobile, gardant perpétuellement une longueur d'avance sur ses propres déchets. L'évacuation des déchets urbains à Londres et dans d'autres cités médiévales ajoutait une autre dimension à ce tableau. À une époque antérieure aux égouts de la souterrain et aux stations d'épuration, les résidents urbains comptaient sur des méthodes qui semblent choquantes pour les sensibilités modernes. Les pots de chambre remplis pendant la nuit étaient vidés le matin, souvent simplement jetés depuis les fenêtres des étages supérieurs directement dans la rue en contrebas. Le cri d'avertissement « Gardez-l'eau », supposément dérivé du français « gardez l'eau », donnait aux piétons un instant pour s'écarter, bien que cette courtoisie ne fût pas universelle. Les rues du Londres médiéval étaient régulièrement parcourues par un mélange d'eau de pluie, de déjections animales de chevaux et de bétail, de restes de cuisine, de déchets humains et de divers autres détritus. Des fonctionnaires appelés rakers, racleurs et scavengers, éboueurs, étaient employés par la ville pour enlever cette saleté accumulée des rues vers des zones désignées au-delà des limites de la ville, ou sur les rives de la Tamise, où des dung boats, bateaux à fumier, transportèrent les déchets en aval. Le système fonctionnait tant bien que mal, mais à peine, et la puanteur des cités médiévales était légendaire. Les visiteurs de la campagne remarquèrent souvent l'odeur écrasante qui les assaillait en entrant par les portes de Londres. Une odeur si envahissante que les résidents urbains s'y étaient habitués, tandis que les étrangers la trouvaient presque insupportable. L'eau, essentielle pour boire, cuisiner et nettoyer, posait des défis inséparables de ceux de l'évacuation des déchets. Chaque château nécessitait des sources d'eau fiables pour subvenir aux besoins de sa population, en particulier pendant les sièges où l'accès aux approvisionnements extérieurs pouvait être coupé. Les puits creusés dans les cours intérieures offraient l'option la plus sûre. Une étude de plus de 420 châteaux, à travers le Royaume-Uni, a révélé qu'environ 80% possédaient au moins un puits à l'intérieur des fortifications, tandis que 25% en avaient deux ou plus. Il ne s'agissait pas de simples trous creusés dans le sol, mais de structures soigneusement conçues, revêtues de maçonnerie pour empêcher l'effondrement et la contamination par le sol environnant. Certains puits descendaient à des profondeurs extraordinaires pour atteindre des nappes phréatiques fiables, avec des ouvriers travaillant pendant des mois, voire des années, pour achever l'excavation. La collecte de l'eau de pluie complétait l'eau des puits, avec des systèmes de gouttières, de canaux et de citernes conçus pour capter les précipitations et les stocker dans des barils ou des réservoirs revêtus. Les châteaux positionnés près de sources naturelles jouissaient d'avantages particuliers, car l'eau de source ne nécessitait aucun transport laborieux depuis les puits et coulait souvent avec une pression suffisante pour alimenter les étages supérieurs par des canaux soigneusement construits. Les systèmes de distribution
devinrent de plus en plus sophistiqués au cours de la période médiévale. Des tuyaux en plomb, des conduits en bois ou des canaux en céramique transportaient l'eau des citernes vers les parties inférieures des châteaux, approvisionnant les cuisines, les garde-robes et d'autres installations. Le château de Chester illustrait cette ingénierie, avec des systèmes de collecte montés sur le toit drainant l'eau de pluie dans des citernes, qui alimentaient ensuite des tuyaux de distribution vers le donjon et les zones de service. Les bassins de décantation représentaient une autre innovation, permettant aux sédiments de se déposer hors de l'eau collectée, avant que les couches supérieures plus claires ne soient drainées pour la boisson ou la cuisine. Pourtant, ces mêmes systèmes d'eau qui entretenirent la vie posaient également de graves risques pour la santé par la contamination. La proximité des latrines et des puits créait un danger d'infiltration. Les bâtisseurs médiévaux positionnaient souvent les fosses d'aisance trop près des sources d'eau, soit par ignorance du risque de contamination, soit par simple manque d'espace dans les enceintes bondées des châteaux. Les déchets humains et l'urine s'infiltrant dans le sol pouvaient atteindre la nappe phréatique et migrer dans les puits voisins, transportant avec eux des bactéries, des parasites et des virus. Les villes médiévales étaient confrontées à des conditions encore pires. Sans eau courante, sans connaissance adéquate en matière d'hygiène, ni aucune compréhension de la transmission microbienne des maladies, les populations urbaines se débarrassaient du fumier, des ordures et des carcasses d'animaux en les jetant dans les rivières, les fossés et les rues. Un calcul basé sur les densités de population médiévale estime qu'une ville de 10 000 habitants produisait environ 900 000 litres d'excréments et 3 millions de litres d'urine par an. Où allait tout cela ? Une grande partie finissait par atteindre les cours d'eau qui servaient également de source d'eau potable pour les communautés en aval. Les maladies résultant de l'eau contaminée étaient des caractéristiques communes de la vie médiévale, bien que leurs véritables causes restassent mystérieuses. La dysenterie, connue sous le nom de flux, provoquait de graves diarrhées qui pouvaient tuer par déshydratation, en particulier chez les enfants et les personnes âgées. La tuberculose ravageait les populations, se propageant dans des conditions de vie surpeuplées. L'arthrite affligeait ceux dont le travail quotidien dans des conditions froides et humides pesait sur les articulations. La suette apparaissait périodiquement en vagues épidémiques, tuant rapidement et de manière terrifiante. Ce n'est que dans les années 1850 que la science médicale démontrerait le lien entre la contamination de l'eau et la maladie. La célèbre enquête de John Snow sur une épidémie de choléra à Londres en 1854 prouva que la maladie se propageait par l'eau potable contaminée de la pompe de Broad Street, qui avait été souillée par des eaux usées s'échappant d'une fosse d'aisance voisine. William Budd démontra en 1856 que la fièvre typhoïde suivait le même chemin. Ces révélations ont transformé la santé publique, mais elles sont arrivées bien trop tard pour aider les populations médiévales qui souffraient et mouraient de maladies d'origine hydrique sans en comprendre la raison. Les gens du Moyen Âge observaient des corrélations entre l'eau souillée et la maladie, même s'ils n'avaient pas le cadre scientifique pour en expliquer le mécanisme. Des réglementations apparurent, interdisant le lavage de parties d'animaux ou le déversement de déchets dans les sources d'eau communes, avec des amendes infligées aux contrevenants. Les propriétaires étaient tenus d'entretenir leurs fosses d'aisance et de s'assurer qu'elles n'étaient pas construites trop près des puits, bien que l'application de la loi variait et que les violations étaient courantes. Ces règles n'émergeaient pas de la théorie des germes, mais de la théorie des miasmes, qui soutenait que l'air vicié et les mauvaises odeurs causèrent la maladie. Si l'eau contaminée sentait mauvais et rendait les gens malades, la mesure préventive consistait à garder l'eau suffisamment propre pour éviter les odeurs offensantes. Cette approche a parfois obtenu le bon résultat pour la mauvaise raison, réduisant les maladies par des mesures conçues simplement pour éliminer les odeurs désagréables, plutôt que par une quelconque compréhension de la contamination bactérienne. Pour comprendre pourquoi les pratiques sanitaires médiévales ont pris les formes qu'elles ont prises, nous devons entrer dans la vision du monde médical qui les a façonnées. La théorie dominante de la santé et de la maladie tout au long du Moyen Âge dérivait des écrits anciens d'Hippocrate et du médecin du IIe siècle, Galien, dont les œuvres avaient été préservées et transmises par les érudits byzantins et islamiques.
Cette théorie humorale divisait le corps en 4 fluides ou humeurs fondamentaux: le sang, la bile jaune, la bile noire et le flegme. La santé résultait de l'équilibre et du mélange correct de ces humeurs. La maladie survenait lorsque les humeurs devenaient déséquilibrées, soit par excès, par carence ou par une mauvaise combinaison. Les traitements visaient à rétablir l'équilibre par la saignée pour réduire l'excès de sang, les émétiques pour purger la bile jaune, de puissants laxatifs et lavements pour éliminer la bile noire, et diverses mesures pour évacuer le flegme. Les conseils diététiques et de mode de vie constituaient une autre composante du traitement, les médecins prescrivant des aliments ou des activités particulières censés influencer des humeurs spécifiques. Se superposant à la théorie humorale mais distincte de celle-ci, la théorie des miasmes allait gagner une importance particulière après la peste noire du XIVe siècle. La théorie des miasmes soutenait que la maladie provenait de vapeurs ou de brouillards toxiques émanant de matières en décomposition. On croyait que ce mauvais air, parfois appelé pollution ou corruption, causait la maladie lorsqu'il était inhalé. Fait crucial, la théorie des miasmes ne reconnaissait pas la transmission de la maladie de personne à personne par contagion. C'était plutôt le miasme lui-même qui infectait les gens, certaines conditions atmosphériques et environnementales transformant la vapeur toxique en maladie spécifique. Une personne ne tombait malade à cause des miasmes que si elle avait un déséquilibre humoral préexistant qui créait une prédisposition. La croyance dominante soutenait que la matière en putréfaction, qu'il s'agisse de carcasses d'animaux, de déchets humains ou de végétation en décomposition, corrompait l'air environnant, créant des conditions propices à la maladie. Ces théories avaient des implications pratiques pour l'assainissement et l'hygiène. La reconnaissance du fait que la matière en putréfaction corrompait l'air a conduit à des pratiques réellement bénéfiques. Les déchets étaient retirés des zones de vie non pas à cause de la contamination bactérienne, mais pour empêcher la génération de vapeurs nauséabondes. Les foyers entretenaient des feux constants, car on croyait que la chaleur purifiait l'air et empêchait la formation de miasmes. Pendant les épidémies de peste, les médecins portaient leurs célèbres masques en forme d'oiseaux avec de longs becs remplis d'herbes odorantes, croyant que ces aromates les protégeraient de l'air corrompu. Les gens évitaient les vapeurs nauséabondes des eaux stagnantes, des déchets en décomposition et des environnements malpropres, ce qui avait l'effet bénéfique de réduire l'exposition aux conditions pathogènes, même si l'explication théorique était incorrecte. Le lien entre les mauvaises odeurs et la maladie est devenu de plus en plus accepté tout au long de la période médiévale, conduisant à une attention accrue à l'assainissement, même si le mécanisme sous-jacent restait incompris. La peste noire de 1348 a choqué l'Europe médiévale, la poussant à se préoccuper davantage de la santé publique. La peste a tué entre un tiers et la moitié de la population européenne en quelques années seulement, une catastrophe qui exigeait une explication et une réponse. Bien que la théorie médicale ne puisse expliquer la véritable cause, une infection bactérienne propagée par des rats porteurs de puces, la théorie des miasmes suggérait que les conditions environnementales avaient créé des conditions propices à la maladie. Le roi Édouard III avait déjà manifesté son inquiétude pour l'assainissement urbain avant l'arrivée de la peste, s'étant plaint de la puanteur épouvantable de York en 1332 et de conditions similaires à Oxford en 1338. Après la peste, il a intensifié ses efforts d'assainissement, ordonnant aux gouvernements locaux de s'attaquer à l'accumulation de déchets, reconnaissant un lien entre la saleté et la maladie, même si le mécanisme exact lui échappait. Oui. La première loi anglaise complète sur la santé publique n'arrivera qu'en 1388, lorsque le Parlement a exigé l'enlèvement des carcasses d'animaux et des déchets des rues de Londres. Les archéologues qui étudient les cités médiévales notent des améliorations marquées dans les infrastructures de gestion des déchets, après les grandes épidémies de peste, suggérant que les événements de mortalité traumatisants ont entraîné une augmentation des investissements dans les mesures de santé publique. Pourtant, les limites de la compréhension médicale médiévale signifiaient que de nombreuses interventions se sont avérées inefficaces, voire contre-productives. Sans comprendre la contagion, les gens n'isolaient pas efficacement les malades. Sans comprendre le rôle des bactéries, des parasites et des virus, ils ne pouvaient pas prendre de mesures pour cibler spécifiquement ces agents pathogènes. L'accent mis sur l'odeur plutôt que sur la contamination réelle signifiait que parfumer les déchets les faisait paraître moins dangereux,
même lorsque les risques pour la santé restaient inchangés. Des pratiques, comme la saignée, nuisaient activement aux patients, en les affaiblissant précisément au moment où ils avaient besoin de force pour combattre l'infection. Les gens du Moyen Âge travaillaient avec la meilleure compréhension scientifique dont ils disposaient, et leurs efforts pour améliorer l'assainissement méritent d'être reconnus, même si nous admettons les conséquences tragiques de leur connaissance incomplète. Les autorités médiévales ne laissaient pas simplement les déchets s'accumuler sans contrôle, mais développaient plutôt des systèmes réglementaires pour gérer le problème. Londres, en tant que plus grande ville d'Angleterre, fournit l'exemple le mieux documenté de ces efforts. Au milieu du XIVe siècle, la ville nommait des fonctionnaires spécialisés dans l'assainissement avec des tâches spécifiques. Le sergent des canaux était responsable de l'inspection des rues et des ruelles de la ville, de l'identification des violations des ordonnances, sur l'élimination des déchets et de l'imposition d'amendes à ceux qui ne maintenaient pas la propreté. Les bedeaux et les constables appliquaient plus largement les ordonnances publiques, y compris les règles d'assainissement, avec le pouvoir de contraindre à l'obéissance. Les racleurs et les éboueurs effectuaient le travail physique d'enlèvement des déchets, transportant les ordures dans des charrettes au-delà des limites de la ville, vers des décharges désignées, ou sur les rives de la Tamise, pour être transportés en aval, dans des bateaux à fumier spécialisés. Qu'est-ce qui motivait ces efforts réglementaires ? Les motivations étaient multiples et se chevauchaient. Des préoccupations idéologiques sur le maintien d'un ordre social et spatial divinement ordonné jouaient un rôle. Une ville bien ordonnée était censée refléter et soutenir une société bien ordonnée, tandis que la saleté et le chaos dans les rues suggéraient une décadence morale et sociale. Les préoccupations médicales, ancrées dans la théorie des miasmes, soutenaient que la matière en putréfaction corrompait l'air et causait la peste. Les réformes du XIVe siècle du roi Édouard III répondaient directement à l'épidémie de peste de 1348, reflétant la croyance qu'un meilleur assainissement pourrait prévenir de futures épidémies. Des préoccupations pratiques concernant la qualité de vie et l'activité économique comptaient également. Des rues si sales que les marchands refusaient de les traverser nuisaient au commerce. Des sources d'eau si contaminées que la bière devenait plus sûre à boire que l'eau de puits posaient des problèmes évidents pour la vie quotidienne. Des réglementations spécifiques traitaient de divers aspects de la gestion des déchets. Des règles régissaient qui pouvaient accéder aux puits publics, avec des amendes imposées pour la contamination de ces sources d'eau cruciales. Le lavage de parties d'animaux de boucherie ou le déversement de déchets dans les sources d'eau communes devinrent des infractions punissables, bien que l'application dépendît de fonctionnaires vigilants et de voisins coopératifs, prêts à signaler les violations. Les propriétaires devaient entretenir les fosses d'aisance sur leurs propriétés et s'assurer qu'elles n'étaient pas construites trop près des puits, bien que la définition de « trop près » variait et que la science pour déterminer les distances de sécurité n'existait pas. Ces réglementations représentèrent des tentatives de gérer un problème que la technologie médiévale ne pouvait jamais entièrement résoudre, créant des améliorations progressives, tandis que des ressources et une compréhension fondamentalement insuffisante limitaient ce qui pouvait être accompli. Le XVIIe siècle a vu une intensification de ces efforts, alors que la croissance démographique de Londres créait des défis sans précédent. Les peines pour les violations sanitaires ont augmenté en sévérité, alors que les autorités luttaient pour contrôler la crise croissante. Le mot « sewer » égout a acquis son sens moderne vers 1605, signalant un changement dans la façon dont l'infrastructure des déchets était conceptualisée. Le Parlement a élargi la commission des égouts sous le roi Jacques Ier, donnant à cet organisme la gouvernance des voies navigables, non navigables, dans un rayon de 2 miles de Londres. Les fosses d'aisance ont proliféré dans toute la ville, alors que les ménages tentaient de gérer les déchets sur leurs propriétés plutôt que de les jeter directement dans les rues. Le poète Ben Jonson, dans son œuvre On the Famous Voyage, a comparé le nettoyage des égouts requis à Londres aux légendaires écuries d'Augis que Hercule a nettoyées dans la mythologie grecque, une référence littéraire qui transmettait à la fois l'ampleur du problème et sa nature apparemment insurmontable. Sir John Harington avait déjà inventé des toilettes à chasse d'eau en 1596,
en installant même une pour la reine Élisabeth Ier au palais de Richmond, bien que la technologie ne serait pas largement adoptée avant 2 autres siècles. Ces développements ont jeté les bases de la révolution sanitaire de l'ère victorienne, mais les cités médiévales et du début de l'ère moderne sont restées fondamentalement insalubres selon les normes modernes. Contrairement aux mythes persistants sur la saleté médiévale, les pratiques d'hygiène quotidienne étaient plus étendues que beaucoup de gens modernes ne l'imaginent, bien qu'elles différaient considérablement des habitudes contemporaines. Le bain, en particulier chez les nobles, était courant au début de la période médiévale avant le XIVe siècle. Le processus nécessitait de transporter de l'eau depuis des puits ou des ruisseaux, de la chauffer sur des feux dans de grands chaudrons et de la verser dans des baquets en bois, une entreprise énergivore et coûteuse. En raison du travail impliqué, plusieurs personnes utilisèrent souvent la même eau de bain, à la suite, la personne de plus haut rang se baignant en premier dans l'eau la plus propre et les baigneurs suivants, utilisant une eau progressivement plus sale. Cette pratique semble peu hygiénique pour les sensibilités modernes, mais avait un sens économique lorsque le chauffage de l'eau consommait un combustible précieux. Plus courantes que les bains complets étaient les toilettes partielles. On attendait des gens qu'ils se lavent le visage, les mains et les pieds quotidiennement. Une norme de propreté qui concernait les parties du corps les plus visibles et les plus susceptibles d'entrer en contact avec les autres. Des bains collectifs avaient lieu avant les jours saints et les festivals, des événements qui structuraient la vie médiévale et créaient des rythmes de préparation et de purification. Tout le monde était censé se laver, de la tête aux pieds, c'est-à-dire le visage, les aisselles et les parties intimes au moins une fois par jour, en utilisant de l'eau et souvent du savon, fabriqué à partir de graisse animale et de lessive. Ce savon, rude selon les normes modernes, enlevait efficacement la saleté et la graisse de la peau et des vêtements. Une grande importance était accordée aux vêtements propres, en particulier les sous-vêtements en lin portés à même la peau. La théorie médicale soutenait que le lin propre absorbait et éliminait les impuretés corporelles par les pores, une croyance qui encourageait le changement fréquent de chemise et de chemise de corps. Les nobles portaient de fins sous-vêtements en lin qui étaient lavés régulièrement, souvent quotidiennement pour ceux qui pouvaient se permettre le travail et les matériaux. La blancheur et la fraîcheur de son linge devinrent un symbole de statut, visible au col et aux poignets, affichant à la fois la richesse et l'attention portée à l'hygiène. Les vêtements de dessus, plus difficiles à nettoyer, étaient portés plus longtemps, mais le changement fréquent de linge signifiait que la couche touchant la peau restait relativement fraîche. Les revêtements de sol représentaient un autre aspect des efforts d'hygiène médiévale. Des joncs séchés récoltés dans les zones humides étaient étalés sur les sols en pierre ou en terre pour fournir une isolation et un amorti, créant ce qu'un historien a appelé une moquette botanique mur à mur. L'accord odorant et d'autres espèces de joncs étaient peu coûteux et abondants, ce qui les rendait accessibles même aux ménages relativement modestes. Des herbes fraîches étaient mélangées aux joncs pour couvrir la saleté qui s'accumulait sur le sol et pour adoucir l'air lorsqu'on marchait dessus. La fréquence de remplacement variait considérablement en fonction du passage et de la disponibilité de joncs frais, allant de mensuelle à saisonnière, voire une fois par an dans certains cas. La pratique de joncher les sols d'herbe a prospéré entre le XIIe et le XVIe siècle, servant à de multiples fins. Les herbes masquèrent les odeurs désagréables, ce qui était crucial à une époque d'assainissement rudimentaire, où les odeurs de cuisine, les odeurs corporelles et les odeurs de déchets imprégnaient les espaces de vie. Elles repoussaient également les puces, les poux et autres parasites qui infestaient les ménages médiévaux. Différentes herbes étaient choisies pour leurs propriétés spécifiques. La lavande, le choix le plus populaire, repoussait à la fois les puces et les poux, tout en offrant un parfum agréable. La tanésie décourageait les mouches de se poser. La menthe pouliot était particulièrement efficace contre les puces. La santoline protégeait les tissus stockés contre les mites. Le catalogue complet des herbes de jonchée comprenait la sauge, les violettes, les roses, diverses menthes, la marjolaine, le houblon, la germandrée, le fenouil doux, les primevères, l'alchémille, la mélisse, le basilic, la grande balsamite, le genévrier, le romarin, la camomille, les pâquerettes et l'aspérule odorante, une pharmacie botanique éparpillée sur les sols de tout le château. Les normes variaient considérablement d'un ménage à l'autre.
L'humaniste néerlandais Érasme, en visite en Angleterre en 1515, se plaignit amèrement des joncs mal entretenus dans une lettre à son ami, affirmant que les couches inférieures de certaines salles n'avaient pas été touchées depuis 20 ans, abritant une accumulation de nourriture renversée, de déjections animales et de saleté générale qui créaient des conditions profondément insalubres. Sa plainte révèle à la fois que certains ménages maintenaient des normes exécrables et que les observateurs éduqués reconnaissaient cela comme un problème digne de critique. Les historiens modernes notent qu'Érasme a peut-être été sélectif dans ses observations, car les registres des ménages plus riches montrent des paiements réguliers pour des joncs frais, indiquant un remplacement plus fréquent qu'il ne le suggérait. La réalité de l'hygiène médiévale existait sur un spectre allant des chambres royales, scrupuleusement entretenues, avec des joncs et des herbes frais quotidiens aux conditions sordides décrites par Érasme, la plupart des ménages se situant quelque part entre ces extrêmes. La cuisine du château, un royaume d'activité constante et de production prodigieuse, générait des déchets à un rythme effarant. Les restes et les parures de la préparation de la viande, les os des animaux rôtis, la nourriture avariée qui s'était gâtée avant de pouvoir être consommée, et les épluchures de légumes s'accumulaient en tas. La graisse de cuisson coulait sur les sols et s'accrochait aux surfaces malgré les efforts de nettoyage. Le volume même de nourriture nécessaire pour nourrir la population d'un château signifiait que les déchets s'entassaient rapidement et constamment, créant des défis à la fois en matière d'assainissement et de lutte contre les nuisibles. La responsabilité de la gestion des déchets de cuisine incombait aux marmitons, les membres les moins gradés du personnel de cuisine qui effectuaient tous les travaux que les cuisiniers qualifiés considéraient comme indignes de leur rang. Les marmitons transportaient les déchets vers des fosses ou des douves, récuraient les marmites incrustées de nourriture brûlée, transportaient l'eau des puits pour répondre aux besoins de la cuisine, nettoyaient les sols et les cheminées, lavaient la vaisselle et les ustensiles, et se débarrassaient de tous les détritus. C'était un travail dur et désagréable qui offrait peu de prestige, bien qu'il fournît des repas et un abri fiable, des avantages à ne pas négliger dans une économie de subsistance où beaucoup souffrirent de la faim. Pourtant, tous les déchets de cuisine n'étaient pas simplement jetés comme inutiles. Les ménages médiévaux fonctionnaient avec des contraintes économiques strictes qui encourageaient le recyclage de tout ce qui était possible. Les déchets culinaires et les restes de table étaient reconnus comme des ressources précieuses. Les restes de nourriture pouvaient être donnés aux animaux, servant le double objectif de l'élimination tout en fournissant de la nourriture aux porcs, aux poulets et aux chiens gardés dans l'enceinte du château. Les déchets organiques étaient rassemblés et laissés à décomposer, puis épandus sur les jardins et les fermes comme fumier. Le compost bien décomposé fournissait des nutriments pour les légumes et les herbes cultivés dans les jardins du château, bouclant la boucle du sol à la table et de retour au sol. Les eaux des repas étaient d'abord bouillies pour en extraire chaque parcelle de saveur pour les bouillons et les consommer, puis finalement jetées une fois qu'ils avaient donné toute la valeur possible. Rien de ce qui pouvait être réutilisé n'était gaspillé si les pressions économiques ne pouvaient l'empêcher. Ce système de recyclage ne procédait pas d'une conscience environnementale, mais d'une nécessité pratique. Dans une économie où la plupart des gens vivaient près du seuil de subsistance, gaspiller des ressources signifiait des dépenses inutiles et des pénuries potentielles. Le cycle de la ferme à la table du château, puis aux animaux ou au compost, et de retour à la ferme représentait une gestion rationnelle des ressources à une époque où l'achat de substituts pour les matériaux gaspillés mettait à rude épreuve des budgets limités. Les sensibilités modernes pourraient voir le recyclage médiéval comme une preuve de sagesse environnementale, mais les motivations étaient purement économiques. Néanmoins, l'effet était un niveau de réutilisation des déchets que les sociétés industrialisées modernes peinent à égaler. Au milieu des considérations pratiques de la gestion des déchets et de l'hygiène, un épisode historique dramatique démontre que même les toilettes pouvaient avoir une importance militaire, bien que la véritable histoire soit plus complexe que la légende ne le suggère. Le siège de Château-Gaillard de 1203 à 1204 est devenu célèbre pour une prétendue brèche à travers le système sanitaire du château, bien que les historiens débattent de la réalité de cet événement. Le roi Richard Cœur de Lion d'Angleterre avait construit Château-Gaillard sur une falaise surplombant la Seine en Normandie, le concevant comme une forteresse imprenable qui défendrait les possessions anglaises en France. Construit entre 1196 et 1198, le château comportait plusieurs couches de murs défensifs,
des tours positionnées pour des champs de tir croisés, et toutes les innovations architecturales connues de l'ingénierie militaire de la fin du XIIe siècle. Lorsque Philippe II de France assiégea le château à partir de septembre 1203, les observateurs contemporains s'attendaient à une impasse prolongée. La forteresse ne tomba que le 6 mars 1204, après des mois d'assaut français déterminés. La manière dont les forces françaises ont réellement percé la basse-cour reste un sujet de controverse historique. Selon la légende populaire, les soldats français ont découvert que les garde-robes groupés dans la basse-cour avaient des conduits d'évacuation qui descendaient presque jusqu'au niveau du sol. Quelques soldats déterminés auraient grimpé par le conduit de garde-robe étroit et couvert de saleté, émergeant à l'intérieur de la chapelle qui se trouvait au-dessus des latrines, puis auraient ouvert les portes de l'intérieur pour permettre à leurs camarades de se déverser dans la basse-cour. Cette histoire dramatique a été racontée pendant des siècles et continue d'apparaître aujourd'hui dans les histoires de châteaux. Cependant, Guillaume le Breton, chapelain du roi Philippe II et témoin oculaire du siège, raconte une histoire différente dans sa chronique, la Philippide. Selon son récit, la pénétration décisive ne s'est pas faite par les garde-robes mais par l'une des fenêtres basses de la chapelle elle-même, une structure qui avait été ajoutée sur ordre du roi Jean. L'histoire de la garde-robe a peut-être été inventée ou embellie après coup, peut-être parce qu'elle ajoutait un élément comique à une victoire militaire dramatique, ou peut-être pour détourner les critiques de la vérité embarrassante que les soldats français ont violé une chapelle sacrée pour remporter la bataille. La légende des latrines captive l'imagination précisément parce qu'elle semble à la fois ingénieuse et humiliante. Mais le témoignage oculaire suggère que la réalité était plus simple, bien que théologiquement problématique, pour un roi chrétien. Que la brèche soit venue des garde-robes ou des fenêtres de la chapelle, les implications en matière de sécurité n'ont pas échappé aux architectes militaires médiévaux. Les conduits de latrines, qui atteignaient presque le niveau du sol, représentaient une vulnérabilité potentielle pendant les sièges, tout comme toute caractéristique architecturale qui créait des ouvertures dans les murs défensifs. Après le siège, des modifications défensives ont été apportées pour empêcher des infiltrations similaires. Les conceptions de châteaux ultérieures ont intégré les leçons de la chute de Château-Gaillard, en positionnant les conduits de garde-robe plus haut, au-dessus du niveau du sol, en créant des ouvertures plus protégées, et dans certains cas en installant même des grilles ou des barrières à l'intérieur des conduits eux-mêmes. Cet épisode, dans ses formes légendaires et documentées, révèle une tension fondamentale dans la conception des châteaux, le compromis entre la commodité et la sécurité. Les garde-robes devaient évacuer les déchets efficacement, ce qui signifiait des conduits descendant vers des points de collecte ou des zones de décharge. Mais chaque ouverture dans un mur de château était un point d'entrée potentiel pour les attaquants. Rendre les conduits plus étroits améliorait la sécurité, mais les rendait plus sujets au blocage et plus difficiles à nettoyer. Les positionner plus haut améliorait la défense, mais créait des défis architecturaux différents et nécessitait parfois des conduits d'évacuation plus longs qui étaient plus difficiles à entretenir. Les ingénieurs médiévaux devaient équilibrer ces préoccupations concurrentes, et la chute de Château-Gaillard, quelle qu'en soit la cause réelle, leur a rappelé qu'aucune forteresse ne pouvait être vraiment imprenable lorsque l'ingéniosité humaine se confrontait à la nécessité humaine. Les hiérarchies qui structurèrent la société médiévale se manifestaient de manière frappante dans la gestion des déchets. Le roi jouissait de garde-robes privées accessibles depuis sa chambre, entretenues par des serviteurs qui veillaient à ce que les installations soient nettoyées et maintenues, avec des pots de chambre recouverts de velours lorsqu'une commodité supplémentaire était souhaitée. Le valet de la selle s'occupait de ses besoins les plus intimes, transformant ce qui aurait pu être un processus indigne en une opportunité d'accès privilégié et d'influence politique. Les nobles possédaient leurs propres chaises percées et pots de chambre, avec des serviteurs chargés de les vider et de les nettoyer, protégeant les individus de haut rang du contact direct avec les déchets. Les serviteurs ordinaires partagèrent des garde-robes communes, avec une intimité minimale et un nettoyage peu fréquent, utilisant des installations qui servaient des dizaines ou des centaines de personnes. Au bas absolu de cette hiérarchie se trouvaient les vidangeurs, pataugeant littéralement dans les excréments des autres pour gagner leur vie. La proximité physique avec les déchets
était inversement proportionnelle au statut social, créant un système où ceux au sommet de la hiérarchie connaissaient une distance maximale par rapport à leurs propres déchets corporels, tandis que ceux en bas avaient le contact le plus direct. Les rois ne voyant jamais ce qu'il advenait de leurs déchets, après s'être levés du siège recouvert de velours. Les serviteurs emportèrent les pots de chambre et les vidaient en quelque part hors de vue. Les marmitons transportèrent les déchets de cuisine vers des fosses que les nobles ne visitaient jamais. Les vidangeurs descendaient dans des caveaux souterrains, remplis des déchets accumulés de centaines de personnes, travaillant dans des conditions que les gens qui produisaient dans ces déchets n'auraient jamais à voir ou à envisager. Cette séparation physique renforçait et symbolisait la séparation sociale, créant des hiérarchies de propreté qui correspondaient aux hiérarchies de pouvoir. Pourtant, la réalité économique était que la gestion des déchets exigeait du travail, et le travail exigeait une compensation. Les vidangeurs gagnaient des salaires décents pour un travail essentiel au fonctionnement urbain. Les marmitons recevaient de la nourriture et un abri en échange de leurs services. Le système fonctionnait grâce à une combinaison d'incitation économique et de coercition sociale. Les emplois étaient suffisamment bien payés pour attirer des travailleurs malgré la stigmatisation et la difficulté, mais ceux qui les exerçaient étaient marqués comme impurs, obligés de vivre dans des zones séparées et traités comme fondamentalement différents des citoyens respectables. Souvent, ces postes revenaient aux fils cadets de familles nobles qui n'avaient pas de perspective d'héritage mais possédaient suffisamment de relations sociales pour obtenir un emploi lucratif bien qu'indigne. Le paradoxe des travailleurs essentiels ayant un faible statut persiste à notre époque moderne. Les travailleurs de l'assainissement contemporain, les éboueurs et les opérateurs de stations d'épuration exercent des métiers cruciaux pour la santé publique et le fonctionnement urbain. Pourtant, ces professions se classent constamment au bas de l'échelle du prestige social et reçoivent souvent une rémunération inadéquate par rapport à leur importance. Les systèmes de gestion des déchets médiévaux rendaient cette hiérarchie visible d'une manière que l'infrastructure moderne dissimule. Nous tirons la chasse d'eau sans penser à où vont les déchets ou à qui entretient les systèmes qui les transportent. Les gens du Moyen Âge étaient peut-être plus conscients, par nécessité, du travail requis pour les empêcher de se noyer dans leur propre saleté. Que cette prise de conscience se soit traduite par un plus grand respect pour ceux qui effectuèrent ce travail est discutable. Mais au moins, le travail et les travailleurs étaient visibles plutôt que cachés derrière des murs et des tuyaux souterrains. En regardant en arrière à travers les siècles, nous pouvons maintenant évaluer la gestion des déchets médiévales, avec à la fois une appréciation pour l'ingéniosité déployée et une reconnaissance des limites tragiques imposées par des connaissances incomplètes. Les gens du Moyen Âge ont créé des solutions d'ingénierie sophistiquées pour gérer les déchets produits par des populations concentrées, vivant dans des forteresses de pierre. Les garde-robes, avec leur système de ventilation ingénieux, leurs conduits étroits, conçus pour la sécurité, et leurs diverses méthodes d'élimination, représentaient de véritables réalisations architecturales. Les systèmes de distribution d'eau, qui amenaient l'eau de pluie des citernes aux cuisines et aux toilettes, par des tuyaux en plomb et en céramique, démontraient des connaissances en ingénierie hydraulique. L'infrastructure sociale des vidangeurs, marmitons, racleurs et éboueurs a créé des systèmes organisés pour l'enlèvement des déchets, qui ont fonctionné pendant des décennies et des siècles. Les réglementations de santé publique appliquées par des fonctionnaires spécialisés tentaient de prévenir les pires excès de la pollution urbaine. Le recyclage des déchets humains et de cuisine à des fins agricoles montrait une gestion pratique des ressources. La propreté personnelle importait plus aux gens du Moyen Âge que les stéréotypes ne le suggèrent. Le lavage régulier des parties visibles du corps, la grande importance accordée aux sous-vêtements en lin propre, l'utilisation de savon pour la peau et les vêtements, le bain avant les festivals et le parfumage des espaces de vie avec des herbes démontrent tous un engagement actif envers l'hygiène avec les moyens disponibles. Le contraste entre ces pratiques documentées et les suppositions modernes sur la saleté médiévale révèle comment des récits simplifiés obscurcissent des réalités historiques complexes. Pourtant, ces réalisations doivent être mises en balance avec les véritables défis auxquels les populations médiévales étaient confrontées.
L'absence de la théorie des germes signifiait que même les efforts d'assainissement bien intentionnés se révélaient parfois inefficaces. La théorie des miasmes a conduit les gens à se concentrer sur l'élimination des mauvaises odeurs plutôt que sur la contamination réelle, permettant aux menaces bactériennes et virales invisibles de persister même dans des environnements apparemment propres. L'ampleur même de la production de déchets dans les espaces confinés des châteaux submergeait la capacité de stockage, forçant les cours à se déplacer constamment et laissant même les installations nettoyées rapidement, remplies à nouveau. La contamination de l'eau par l'infiltration des déchets des latrines dans les puits causait des maladies qui tuaient des milliers de personnes sans que personne ne comprenne le mécanisme de transmission. La dysenterie, la typhoïde, le choléra et d'autres maladies d'origine hydrique ravagèrent les populations malgré leurs meilleurs efforts de prévention. D'un point de vue moderne, nous pouvons apprécier à la fois ce que les gens du Moyen Âge ont accompli et ce qu'ils n'ont pas pu accomplir. Ils ont travaillé dans les limites de leur technologie et de leurs connaissances pour créer des systèmes qui relevaient partiellement les défis de la gestion des déchets. Ces systèmes ont empêché les conditions d'être aussi catastrophiquement mauvaises qu'elles auraient pu l'être sans intervention, même s'ils ne pouvaient pas éliminer la maladie ou créer des environnements véritablement hygiéniques. À la question de savoir si ces systèmes empêchèrent les gens de tomber malades, il faut répondre. Parfois oui, partiellement, mais finalement non. Les pratiques sanitaires médiévales réduisirent les maladies par rapport à l'absence totale de gestion organisée des déchets. Mais le manque de compréhension de la contagion, des bactéries et des agents pathogènes d'origine hydrique signifiait que la maladie restait endémique, malgré les meilleurs efforts de tous. Lorsque nous regardons cette histoire à travers le prisme du présent, plusieurs parallèles modernes deviennent apparents. Les principes de base que les gens du Moyen Âge ont eu du mal à mettre en œuvre restent fondamentaux pour la santé publique. Séparer les déchets des zones de vie, garantir la qualité de l'eau, maintenir un nettoyage et un entretien réguliers, et créer des systèmes sociaux pour soutenir l'infrastructure sanitaire. Nous disposons d'une technologie et d'une compréhension scientifique bien meilleures, mais nous appliquons les mêmes principes. La plomberie moderne, les stations d'épuration, les systèmes de purification de l'eau et les réglementations de santé publique s'appuient tous sur des intuitions que les gens du Moyen Âge ont saisies imparfaitement, mais poursuivies avec persistance. Les divisions de classe dans le travail de l'assainissement qui caractérisait la société médiévale persistant aujourd'hui, avec des travailleurs essentiels qui entretiennent nos infrastructures de déchets souvent sous-payées et sous-évaluées, malgré l'exercice de métiers cruciaux pour la prévention des maladies épidémiques. Nous avons fait d'énormes progrès, mais nous n'avons pas transcendé tous les défis auxquels nos ancêtres médiévaux ont été confrontés. À l'échelle mondiale, des milliards de personnes n'ont toujours pas accès à un assainissement adéquat, faisant face à des fardeaux de maladies similaires à ceux qui affligèrent les populations médiévales. Les leçons de l'histoire sur la maladie, les déchets et la qualité de l'eau restent d'une pertinence urgente dans le monde moderne, non pas simplement comme des curiosités historiques, mais comme des défis permanents, nécessitant des investissements sociaux et des infrastructures. Les efforts médiévaux en matière de gestion des déchets, malgré toutes leurs limites, démontrent l'ingéniosité humaine et la tentative persistante de résoudre des problèmes qui affectent chaque société, quel que soit son niveau technologique. Ils nous rappellent que l'assainissement n'est jamais automatique, jamais simplement une question technique divorcée de l'organisation sociale, de l'investissement économique et de la volonté politique. Pour répondre à la question centrale posée au début, les rois du Moyen Âge géraient les déchets dans les châteaux grâce à une combinaison d'ingénierie architecturale, y compris des garde-robes et des fosses d'aisance, de systèmes sociaux qui employaient des vidangeurs et des serviteurs pour enlever les déchets, d'une compréhension médicale basée sur la théorie des miasmes qui encourageait les pratiques d'hygiène, d'incitation économique qui valorisait les déchets comme engrais agricoles, et de réglementation de santé publique qui tentaient de prévenir la pire contamination. Ces mesures les ont-elles empêchés de tomber malades ? Partiellement. Les systèmes réduisaient les maladies par rapport à l'absence de gestion organisée des déchets,
mais le manque de la théorie des germes signifiait que la maladie restait une menace constante. Les gens du Moyen Âge mouraient de maladies d'origine hydrique, succombaient à des infections propagées par des environnements contaminés, et subissaient les conséquences d'un assainissement inadéquat, malgré leurs efforts sophistiqués. Pourtant, leur réalisation était réelle, leur ingéniosité était authentique, et leur tentative persistante de créer des conditions de vie plus saines mérite d'être reconnue, alors que nous réfléchissons au chemin que nous avons parcouru et à tout ce que nous partageons encore avec ceux qui ont vécu il y a des siècles. Merci de m'avoir rejoint pour cette exploration de la gestion des déchets au Moyen Âge. J'espère que vous avez acquis une appréciation plus profonde de l'ingéniosité de nos ancêtres, et peut-être un instant de gratitude pour la plomberie moderne la prochaine fois que vous ouvrirez un robinet ou tirerez la chasse d'eau. Ces commodités que nous tenons pour acquises représentent des siècles de connaissances accumulées, bâties sur les succès et les échecs des ingénieurs, des médecins et, oui, même des vidangeurs médiévaux, qui peinaient dans l'obscurité pour que d'autres puissent vivre dans un plus grand confort. Si vous avez trouvé ce voyage à travers l'histoire éclairant, je serais ravi que vous mettiez un j'aime à cette vidéo et que vous la partagiez avec d'autres qui pourraient apprécier de découvrir les complexités cachées de la vie médiévale. Abonnez-vous pour plus d'exploration de questions historiques qui remettent en question nos idées reçues et révèlent les détails fascinants derrière les grands récits. Quels aspects de l'assainissement médiéval vous ont le plus surpris ? Voyez-vous des parallèles entre les défis médiévaux et les problèmes de santé publique modernes ? Je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.